Audrey profita de l'absence de son mari, parti en voyage d'affaires, pour enfin ranger le placard de rangement. Elle apporta un escabeau pour atteindre l'étagère du haut et tendit la main vers les vieux bocaux en verre de légumes marinés. Mais en tirant un, elle se figea en voyant ce qui était tombé d'en haut. Mitchell était parti le dimanche soir, comme d'habitude, un homme de peu de mots. Il avait laissé sa valise près de la porte. La bleue foncée avec la poignée effilochée qu'Audrey lui avait offerte pour leur 3e anniversaire de mariage. À l'époque, elle choisissait encore des cadeaux avec du sens, en imaginant à quel point il serait heureux. Depuis, cette valise avait traversé la moitié du pays. Ses coins étaient éraflés et la fermeture éclair de la poche latérale ne fermait plus correctement. Depuis longtemps. Chaque fois, Mitchell promettait de la réparer, et chaque fois il oubliait. Il enfila ses chaussures, se redressa et tapota ses poches par habitude. Téléphone, clé, portefeuille. Son regard glissa quelque part derrière Audrey vers le miroir de l'entrée, et il dit « Bon. Je pars. Je serai de retour vendredi, peut-être plus tôt. Je t'appellerai quand j'atterrirai. » Audrey hocha la tête. Il se pencha et effleura brièvement sa joue, comme pour tamponner un document. Elle capta l'odeur de son eau de Cologne, celle boisée qu'elle lui achetait chaque année pour Noël. Parce qu'il avait mentionné une fois qu'il l'aimait. Il l'avait dit exactement une fois, il y a 7 ans. Depuis, elle l'achetait. Depuis, il l'utilisait. Il n'en avait plus jamais reparlé. Il ne l'avait jamais remercié. Il la prenait simplement sur l'étagère de la salle de bain comme on prend une brosse à dents. La porte se referma, le verrou cliqua. Audrey resta dans le couloir, écoutant ses pas dans l'escalier. L'immeuble était un bâtiment en briques d'avant-guerre sans ascenseur. Et chaque marche résonnait d'un bruit sourd et creux. Puis les pas s'estompèrent, la lourde porte d'entrée claqua, et le silence s'installa. Elle resta là, pensant qu'elle ne se souvenait plus quand elle avait cessé de l'attendre. Pas dans le sens d'attendre son retour d'un voyage d'affaires, bien que cela aussi. Mais vraiment attendre. Attendre qu'il dise quelque chose de chaleureux pendant le dîner, qu'il l'enlace sans raison. Qu'il demande comment s'était passée sa journée et qu'il veuille vraiment entendre la réponse. Ce sentiment s'était estompé sans un moment précis, sans dispute ni ressentiment. Un jour, elle avait simplement réalisé que son départ ne provoquait plus rien en elle. Ni anxiété ni soulagement, seulement du vide. Une habitude comme éteindre la lumière avant de se coucher. Ils étaient ensemble depuis 9 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun. Mitchell était arrivé en retard. Sa veste de costume était trempée parce qu'il avait été surpris par une averse soudaine. Et toute la soirée. Il avait raconté des blagues qui avaient fait rire Audrey jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il travaillait pour une entreprise de construction de taille moyenne. Roulant constamment entre les chantiers, et parlait sans fin de ceux-ci, des clients. De la fois où un raton laveur s'était introduit dans la caravane du site et avait déchiqueté tous les plans. Audrey travaillait comme comptable dans une clinique médicale locale. La vie était simple, prévisible, et Mitchell s'y intégrait facilement. Comme s'il avait toujours été là. Les 3 premières années avaient été réelles. Chaque été, il descendait jusqu'aux Outer-Banks, louant une petite chambre chez une femme âgée qui leur apportait des pêches fraîches de son jardin. Chaque matin. Il se disputait pour des choses idiotes. Il ne pressait jamais le dentifrice par le bas du tube. Elle mettait trop de temps à se préparer quand ils étaient en retard. Ils se réconciliaient rapidement, parfois de manière amusante. Il rentrait avec une boîte de chocolat chaud et disait « C'est mon drapeau blanc ». Ils discutaient tard dans la nuit, allongés dans le noir. Et Audrey s'endormait en sentant qu'il y avait vraiment quelqu'un à côté d'elle. Puis quelque chose commença à s'effilocher. Sans brutalité, sans cri, Mitchell se mit à travailler davantage. Il passa dans une grande entreprise avec des voyages fréquents et des horaires irréguliers. Il rentrait de plus en plus tard, partageait de moins en moins. Au début, Audrey demandait comment s'était passée sa journée, ce qu'il y avait de nouveau. Mais ses réponses devinrent plus courtes. Normal, comme d'habitude.
Je suis fatiguée. On en parle plus tard. Finalement, elle arrêta de demander. Pas par dépit. Elle s'y habitua simplement. Ils apprirent à exister côte à côte comme deux objets sur la même étagère. Ils ne se dérangeaient pas, mais ils ne se touchaient pas non plus. Le soir, Mitchell s'asseyait sur le canapé en faisant défiler son téléphone. Audrey lisait ou regardait des émissions sur sa tablette dans la cuisine. Le week-end, il allait dans le garage bricoler sa voiture. Même si la voiture ne semblait pas avoir besoin de tant d'attention. Parfois ils dînaient ensemble, et le silence planait sur la table. Pas lourd, pas hostile, juste vide. Comme dans une salle d'attente où tout le monde attend quelque chose que personne ne peut nommer. Une fois autour d'un café, son amie Lorraine lui demanda, « Audrey. Est-ce que toi et Mitch allez bien? Vous êtes si silencieux ces derniers temps. » « Oui, » répondit Audrey, surprise de la facilité avec laquelle le mot glissa de ses lèvres. Exactement comme pour Mitchell. Le lundi, Audrey prit un jour de congé personnel au travail. Elle avait une pile de corvées accumulées. Elle devait ranger les vêtements d'hiver, laver les fenêtres puisque le printemps était arrivé. Et organiser l'armoire de la salle de bain où des bouteilles de shampoing vides étaient restées des mois à côté des plaines. Le genre de petits détails qui composent une maison quand on la gère seule. En début d'après-midi, ce fut le tour du placard de rangement. Minuscule, 1,50 m sur 1 m, sans fenêtre. Avec une ampoule faible qui clignotait depuis 2 ans. Mitchell l'appelait son territoire. Il y gardait ses outils. Quelques cartons et des bocaux de cornichons faits maison que sa mère envoyait et que personne ne mangeait jamais. Audrey avait l'habitude de ne pas y toucher, non pas parce qu'il l'avait explicitement interdit. Mais parce que chaque fois qu'elle essayait, il disait « Ne touche à rien là-dedans. J'ai mon propre système. Je m'en occuperai moi-même plus tard. » Et elle n'y avait pas touché pendant 1 an, 2, 5. Mais ce lundi-là, quelque chose changea. Peut-être en avait-elle simplement assez de cette phrase éternelle sur le fait de s'en occuper plus tard. Peut-être voulait-elle simplement une ardoise vraiment propre dans tous les aspects de sa vie. Audrey ouvrit la porte du placard, alluma la lumière clignotante et regarda les étagères. Outils en bas, une boîte de clous et de vis, une perceuse dans un étui poussiéreux. Sur l'étagère du milieu. Ces grands bocaux avec de la saumure trouble où l'on distinguait vaguement des concombres et des poivrons. Sur l'étagère du haut, des cartons, un vieux percolateur, et derrière eux, quoi? Quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Audrey alla chercher l'escabeau dans la cuisine, monta dessus. Tendit la main et poussa de côté un bocal de cornichons, puis un autre, puis un troisième. Ses doigts effleurèrent quelque chose de plat, métallique et froid. Elle essaya de le tirer soigneusement, mais la boîte était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Ses doigts glissèrent. Le bord en métal lui érafla la paume et la boîte dégringola. Elle heurta le parquet avec un bruit sourd. Le couvercle sauta et le contenu se répandit partout, des photographies, des papiers. Un porte-clés avec un petit ours en peluche, et quelque chose de petit et coloré. Une page de bloc-notes avec un dessin. Audrey descendit de l'escabeau et s'agenouilla. La première photographie, Mitchell sans sa veste. En t-shirt gris qu'elle pensait qu'ils avaient jeté il y a longtemps. Il souriait, pas ce demi-sourire poli auquel elle s'était habituée ces dernières années. Mais un grand sourire ouvert comme sur leurs anciennes photos de la plage. À côté de lui, une jeune femme d'une trentaine d'années. Une brune au visage doux et rond avec des fossettes sur les joues. Elle souriait aussi, la tête posée sur son épaule. Dans les bras de Mitchell, une petite fille d'environ 5 ans portait un drôle de chapeau de Père Noël avec un pompon. À l'arrière-plan, un sapin de Noël décoré. Des guirlandes et des lumières clignotantes se reflétaient dans une fenêtre. La deuxième photographie, l'été. La même petite fille maintenant en robe d'été et sandales, sa tresse en désordre. Mitchell lui tenait la main. Ils étaient dans un parc près d'une fontaine. Tous deux riaient. La fille avait la tête rejetée en arrière et Mitchell la regardait avec une expression qu'Audrey reconnut instantanément,
même si elle ne l'avait jamais vu diriger vers quelqu'un d'autre. Une tendresse pure, sans filtre, authentique. Elle ramassa la page du bloc-notes. Un dessin d'enfant. Une maison bancale avec un toit triangulaire et de la fumée sortant de la cheminée. Un soleil jaune dans le coin, et 3 personnages, un grand, un moyen et un tout petit. En bas, dans une écriture maladroite et appliquée d'enfant, les lettres encore en formation. Papa Mitch, je t'aime. Audrey resta assise longtemps sur le sol du placard, tenant le papier à 2 mains. L'ampoule clignota, s'éteignit une seconde, puis bourdonna à nouveau. De la cuisine venait le tic-tac régulier de l'horloge murale. C'est la pendule que sa mère lui avait donnée quand ils avaient emménagé. Et qu'Audrey avait toujours voulu enlever, mais n'avait jamais fait. Elle posa soigneusement le dessin de côté et commença à ramasser le reste. Un bail d'appartement. Un 2 pièces de 50 mètres carrés, 3e étage. Nom du locataire, Mitchell. Adresse, une banlieue voisine, Oak Park. Une rue qu'Audrey connaissait parce qu'en été il y avait un excellent marché fermier où elle aimait acheter des tomates mûres et du basilic frais. Durée du bail, 5 ans, renouvelé 3 fois. La dernière fois en janvier. Des reçus d'un magasin de vêtements pour enfants. Bottes d'hiver, taille 11, et un sac à dos licorne rose. Une boîte de peinture à l'eau. Date de la semaine dernière. Et une carte de vœux standard de pharmacie avec un bouquet peint sur la couverture. À l'intérieur, dans une écriture féminine soignée, un peu fatiguée. Nous t'attendons à la maison. Tu nous manques, tes filles. Audrey replia tout dans la boîte, ferma le couvercle et la posa par terre à côté d'elle. Elle ne pleura pas. Elle attendit que les larmes viennent. Il semblait qu'elle devrait. Que c'était la réaction normale quand on découvre quelque chose comme ça. Mais au lieu des larmes, il y avait autre chose. Une clarté étrange, presque physique. Comme si elle avait regardé à travers une vitre embuée pendant longtemps. S'était habituée aux formes floues et les avait acceptées comme la réalité. Et quelqu'un venait d'essuyer la vitre avec un chiffon. Tout devint net, précis, presque douloureusement détaillé. Elle se leva, porta la boîte hors du placard. La posa sur la table de la cuisine et passa une autre heure à en examiner méthodiquement le contenu. Exactement comme elle le faisait au travail en vérifiant les rapports financiers trimestriels. Chaque document, chaque photographie, chaque reçu. Le premier bail avait été signé il y a 6 ans. Audrey fit le calcul dans sa tête. 3 ans avant que les voyages d'affaires fréquents ne commencent. Ce qui signifiait que ça avait commencé encore plus tôt. Cela voulait dire que, à l'époque où il discutait encore la nuit. Où il rendait encore visite à sa mère le week-end. Où elle croyait encore qu'il traversait juste une mauvaise passe. Il louait déjà un appartement dans la ville voisine. Cette nuit-là, Audrey resta allongée dans le noir, fixant le plafond. À côté d'elle, de l'autre côté du lit, le vide habituel, comme quand il partait. Avant, les nuits comme celle-ci, elle s'endormait rapidement. Silence, personne qui ronfle, personne qui se tourne et se retourne. Maintenant le silence était différent. Elle ne pensait pas à la douleur. La douleur était quelque part à proximité, debout dehors devant la porte. Mais elle n'était pas encore entrée. Audrey pensait à la logistique. Comment tout cela fonctionnait-il en pratique? 6 ans, 2 appartements, 2 foyers, 2 femmes. Chacune croyant savoir où il passait ses nuits. Cela exigeait plus que de simples mensonges. Cela exigeait un système, un emploi du temps strict et du contrôle. Elle se rappela tous les voyages d'affaires, au moins 1 ou 2 par mois, parfois plus. Lui avait-il jamais montré ses cartes d'embarquement? Audrey essaya de se souvenir et n'y parvint pas. Il le faisait au début, puis il arrêta. Puis elle arrêta de demander. Elle se souvint d'une soirée il y a 4 ans quand elle avait enfin rassemblé son courage et dit. Mitch, tu ne penses pas qu'il est temps de songer à avoir un bébé? J'ai 33 ans. Le temps passe. Il posa son téléphone. La regarda sérieusement et répondit avec une fluidité qui ne laissait aucune place à la discussion. Audrey.
Comment pouvons-nous nous permettre un bébé en ce moment? Nous devons d'abord nous stabiliser financièrement. Constituer nos économies. Revoyons ça dans quelques années. Elle avait accepté. Elle acceptait toujours, non parce qu'elle était faible, mais parce que ses arguments semblaient toujours raisonnables, logiques, bien pensés. Comme un homme qui planifie leur avenir. Maintenant elle comprenait qu'il avait déjà une fille. Quand il lui avait dit qu'il était trop tôt, la petite fille sur la photo avait environ 1 an. Il la tenait dans ses bras, souriait à l'appareil, lui achetait des bottes et des peintures. Puis rentrait à la maison. Se couchait à côté d'Audrey et s'endormait sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaille. Audrey se retourna et remonta la couverture jusqu'à son menton. Dehors, des voitures passaient. Dans l'appartement voisin, une télévision murmurait à travers le mur. Une nuit ordinaire, un appartement ordinaire. Seulement tout ce qu'elle considérait comme ordinaire s'était révélé être un décor de théâtre. Soigneusement construit, méticuleusement entretenu. Et suffisamment convaincant pour qu'elle le prenne pour la vraie vie pendant 9 ans. Du porte-clés, elle avait retiré une clé en laiton standard avec une tête en plastique bleu. L'avait glissée dans la poche de sa robe de chambre et remis tout le reste dans la boîte. Le matin, Audrey se réveilla tôt avant la sonnerie, avant le lever du soleil. La bouilloire bouillit, puis refroidit. Elle ne fit jamais le thé. Elle s'assit à la table de la cuisine en robe de chambre, regardant le ciel s'éclaircir dehors. Roulant la clé à tête bleue entre ses doigts. Petite, légère, complètement ordinaire. Le genre qui ouvre des serrures standards dans des immeubles d'appartements standards. Elle pouvait la remettre, fermer le placard, oublier, ne jamais y aller, ne jamais découvrir. Et continuer à vivre comme elle l'avait fait dans le silence familier, la routine familière. L'ignorance familière. Mais quelque chose en elle avait déjà changé et n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Elle s'habilla, jean, chemisier, veste. Elle s'arrêta devant le miroir dans le couloir et ne se reconnut pas, pas physiquement. Son visage était le même avec les mêmes fines rides au coin des yeux. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans le même chignon bas, mais son regard était différent. Comme celui de quelqu'un qui a déjà pris une décision, mais ne l'a pas encore exprimée à voix haute. Elle commanda un covoiturage sur son application, en tapant l'adresse du bail. Le chauffeur? Un homme âgé avec une grosse moustache écoutant du rock américain classique à la radio. Jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et demanda où la déposer. Juste à l'entrée, répondit Audrey. Même si elle n'avait aucune idée à quoi ressemblait l'immeuble. Le trajet dura environ 20 minutes. Le quartier lui était familier. Audrey y venait pour le marché fermier. Achetant des tomates mûres à une femme qui jetait toujours une poignée d'anettes frais dans le sacan. 10 ans, prends, ma chérie. Frais du jardin. Mais elle n'avait jamais marché plus loin que le marché. Les rues devenaient plus étroites, les maisons plus basses. Des immeubles en briques de 4 étages, de petites pelouses avec des lilas en fleurs. Un quartier résidentiel calme et établi où les voisins se connaissaient de vue. Et les vieilles dames sur les bancs n'étaient pas seulement des décorations, mais la surveillance du quartier. La voiture s'arrêta. Audrey descendit et regarda l'immeuble. Briques rouges, 4 étages, rambarde noire fraîchement peinte. Dans la cour, des balançoires en métal jaune, un siège légèrement de travers. Et un bac à sable à côté. Un seau en plastique oublié traînait dans le bac à sable. Sur un balcon du 2e étage, quelqu'un avait accroché une jardinière avec des géraniums. Les fleurs rouges vives brûlaient contre la brique. Audrey entra dans l'immeuble. Ça sentait le poulet frit et quelque chose de floral. Quelqu'un avait laissé une violette en pot sur le rebord de la fenêtre entre les étages. La cage d'escalier était propre. Un avis sur une réunion de locataires et une publicité pour un plombier local étaient affichés sur le tableau d'affichage. 3e étage, porte à gauche. Audrey s'arrêta devant la sonnette blanche. Un paillasson avec le mot « Welcome » était posé en dessous. Elle pensa que c'était probablement mal de se présenter sans prévenir, sans plan, sans discours répété.
Elle ne savait même pas ce qu'elle allait dire. Bonjour, je suis la femme de ton homme. Désolé, mais j'ai besoin de savoir. Ça sonnait ridicule, comme un mauvais soap-opéra. Elle sonna. Des pas rapides et légers résonnèrent de l'autre côté. Le verrou cliqua. La porte s'ouvrit. La femme de la photographie se tenait sur le seuil. De près, elle paraissait à la fois plus jeune et plus âgée que sur les photos. Son visage n'avait pas de maquillage. Sa peau légèrement pâle avec ses cernes sous les yeux qui apparaissent chez les femmes qui n'ont pas bien dormi depuis longtemps mais ont cessé de le remarquer. Un cardigan vert foncé usé au coude. Ses cheveux tirés en un chignon désordonné qui glissait sur le côté. Elle regarda Audrey une seconde. 2, 3. Dans ses yeux, il y avait quelque chose. Pas de la peur, pas de la colère, mais de la reconnaissance. Comme si elle avait attendu cette visite. Pas nécessairement aujourd'hui. Pas nécessairement d'Audrey. Mais qu'elle attendait le jour où quelqu'un viendrait et rendrait tout réel. Vous êtes sa femme. Dit-elle. Il n'y avait pas d'intonation interrogative dans sa voix. Oui. Répondit Audrey. Silence. Dans une pièce au fond de l'appartement, un dessin animé passait, à en juger par les voix idiotes. La femme fit un pas en arrière. Entrez. Le couloir était étroit. Encombré de petites chaussures d'enfant sur un tapis et un parapluie rose dans le coin. Des vestes pendaient au porte-manteau, une adulte, 2 pour enfants pour l'automne et l'hiver. Sur une petite table, de la lotion pour les mains, une brosse démêlante, et un dessin collé au mur. Un chien bleu à 6 pattes avec la légende, Buster. Chloé est dans sa chambre. Dit la femme en indiquant une porte fermée d'où venaient les sons du dessin animé. Je reviens tout de suite. Elle conduisit Audrey dans la cuisine. Minuscule, peut-être 6 mètres carrés, pas plus. Une table poussée contre la fenêtre, 2 tabourets. Sur le rebord de la fenêtre. Un pot de pétunia fané et une tasse à bec en plastique avec du lait chocolaté restant. Sur le réfrigérateur. Des aimants souvenirs et 3 dessins maintenus par une pince en forme de coccinelle. Dans l'un d'eux, Audrey reconnut exactement le même style. Une maison bancale, un soleil, 3 personnages. Café ? Demanda la femme automatiquement. Comme on le fait pour n'importe quel invité. Non. Merci. Elles s'assirent l'une en face de l'autre. La femme posa ses mains sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement et elle les pressa contre le bois pour les arrêter. Je m'appelle Mallory. Dit-elle. Bien que vous le sachiez probablement déjà. Non. Répondit Audrey. Je ne savais rien jusqu'à hier. Je ne savais absolument rien. Mallory hocha la tête, prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre dans la cour. En bas sur l'asphalte, des enfants donnaient des coups de pied dans un ballon de football. Leur voix et leur rire montaient. J'ai 32 ans, commença-t-elle. Sa voix était stable, sans drame. Comme quelqu'un qui raconte une histoire pas pour la première fois. Même si elle ne l'avait jamais racontée qu'à elle-même auparavant. Chloé a 5 ans, elle en aura 6 à l'automne. Elle marqua une pause. J'ai rencontré Mitchell il y a 7 ans. Je travaillais comme responsable des ventes pour un fournisseur de matériaux de construction. Il est venu en tant que représentant d'un entrepreneur. Négociant les prix. Charmant, facile à parler avec ce sourire. Vous savez. Quand une personne sourit et qu'on a l'impression qu'elle sourit juste pour vous. Audrey savait que c'était exactement comme ça qu'il lui avait souri 9 ans plus tôt à cette fête d'anniversaire dans sa veste mouillée. Il m'a dit dès le début qu'il était marié. Mallory continua, il ne l'a pas caché. Mais il a dit que les choses avec sa femme étaient finies depuis longtemps. Qu'ils vivaient ensemble seulement à cause de l'appartement, que déménager était compliqué. Des problèmes de biens communs et de dettes.
Il n'entrait pas dans les détails mais il n'arrêtait pas de dire qu'il résolvait cette question dans 1 mois, dans 6 mois, après les fêtes, après avoir remboursé les prêts. Il y avait toujours un délai précis et ce délai était toujours repoussé. Elle se frotta l'arête du nez. J'ai attendu. Au début je le croyais. Puis je me suis juste habitué à le croire. Ce sont des choses différentes si vous voyez ce que je veux dire. Quand je suis tombée enceinte il a dit que cela accélérerait tout. Qu'il avait maintenant une vraie raison et qu'il parlerait à sa femme juste après les fêtes. Chloé est née. Les fêtes sont passées, et il continuait juste à venir quelques fois par semaine, à passer la nuit. À partir le matin, ou à passer le week-end. Il disait que sa famille était habituée. Qu'ils vivaient comme des colocataires, qu'elle ne le remarquait même pas. Audrey écoutait, sentant un étrange dédoublement dans son esprit. Ces mots étaient sur elle, sur sa vie, sur comment elle ne remarquait pas. Mallory décrivait l'autre côté du mur pendant qu'Audrey était restée de ce côté. Absolument certaine qu'il traversait juste une mauvaise passe. J'ai été idiote, dit Mallory sans auto-apitoiement. Je ne voulais simplement pas l'admettre pendant longtemps parce que l'admettre signifiait être seul avec ma fille. Et être seul fait peur. Surtout quand il passe la porte. Chloé court vers lui, le serre dans ses bras et crie. Papa. Et on pense, bon, que ça soit comme ça. C'est mieux que rien. Audrey ne l'interrompit pas. Elle regarda Mallory et pensa. Nous avons été idiotes toutes les deux. Nous l'avons cru toutes les deux. Nous avons attendu. Toutes les deux. Seulement, à chacune de nous, il avait raconté sa propre version du même mensonge. À Audrey que tout allait bien. Il s'était juste un peu éloigné, comme ça arrive dans un mariage. À Mallory que son mariage était mort et qu'il finaliserait le divorce d'un jour à l'autre. De l'autre pièce venait le son d'une petite fille qui riait. Un rire sonore et clair. Seuls les petits-enfants savent rire comme ça de tout leur corps. Mallory jeta un coup d'œil vers le son et pendant une seconde son visage se transforma. Il devint doux, ouvert. Puis elle se tourna vers Audrey. Il y a 3 jours. J'ai trouvé un morceau de papier dans la poche de sa veste. Il avait laissé son manteau ici. C'était un numéro de téléphone et le nom d'une femme, pas le vôtre. Elle se leva, alla dans la chambre et revint avec un dossier bleu standard fermé par un élastique. Il gardait ça ici. Il disait qu'il n'y avait pas de place chez lui. Que c'était des documents de travail. Je ne fouille jamais dans les affaires des autres. Mais après avoir trouvé ce numéro, j'ai regardé dedans. Elle posa le dossier sur la table entre la tasse à bec vide et le saleron. Regardez. Audrey ouvrit le dossier. Ses mains ne tremblaient pas. Elle se surprit elle-même. Quelque part au fond de son esprit, elle nota, waouh, mes mains ne tremblent pas du tout. Comme si son corps savait déjà ce qui allait venir et s'était préparé à l'impact. D'abord, des relevés bancaires imprimés, des colonnes de chiffres, des dates, des numéros de compte. De petites sommes régulières. 2 ou 3 fois par mois sur une période d'1 an et demi. De l'argent transféré du compte joint de Mitchell et Audrey. Celui où allait son salaire et où Audrey versait sa moitié pour l'hypothèque. Les factures et les courses, vers un compte au nom de Mallory. Audrey leva les yeux. Mallory secoua la tête. Je pensais que c'était son argent. Il disait que c'était de travaux annexes. Des primes. Je n'ai jamais vérifié le compte source. Deuxièmement, une correspondance par email imprimée. Mitchell et un type nommé Ryan. D'après le contexte. Il était clair que Ryan était un ami qui s'occupait de vente de voitures ou d'assurance. Mitchell demandait s'il y avait un moyen de vendre une voiture enregistrée au nom de sa femme sans sa connaissance ou sa signature. Ryan répondait prudemment, possible. Mais vous avez besoin de sa signature sur le transfert de titre ou de sa présence pour signer les papiers au DMV ou chez un notaire public. Mitchell posait des questions de suivi, cherchant des failles. Audrey pensa à leur voiture.
Une berline grise qu'elle avait achetée avec son propre argent il y a 2 ans. En la gardant à son nom parce que c'était plus facile pour l'assurance. Mitchell la conduisait plus souvent qu'elle. Elle n'y voyait jamais d'inconvénient. Et troisièmement, une page déchirée d'un bloc-notes couverte d'une écriture familière. Petite avec une inclinaison distincte vers la gauche. Mitchell écrivait toujours avec une inclinaison vers la gauche. Et Audrey trouvait ça charmant autrefois. Sur le papier était écrit un numéro, un montant en dollars précis. Exactement le montant qu'Audrey avait reçu il y a 3 mois de la vente de la cabane au bord du lac. De grand-mère Béatrice dans le Wisconsin. Un terrain avec une vieille maison délabrée et quelques pommiers. Tout ce qui restait de la grand-mère qui avait élevé Audrey après la mort de sa mère. Audrey avait hésité longtemps à la vendre. Mais l'avait finalement fait parce que les impôts fonciers augmentaient et que personne ne s'occupait de l'endroit. Elle avait mis l'argent sur son compte d'épargne personnel. Elle n'avait dit le montant exact à personne sauf à Mitchell. Il avait demandé négligemment pendant le dîner, alors. Combien la cabane a-t-elle finalement rapporté? Elle lui avait dit. Il avait hoché la tête, dit « super » et était retourné à son téléphone. Maintenant. Ce chiffre exact était écrit sur le papier à côté de la date où les fonds avaient été virés. Avec un point d'interrogation en gras entouré 2 fois. Il savait, et il cherchait comment accéder à cet argent. Audrey glissa le papier et ferma le dossier. Le silence tomba sur la cuisine. Dans l'autre pièce, les dessins animés se terminèrent et la petite Chloé cria « Maman ». Mais en un autre. « Juste 1 minute, ma chérie. » Mallory répondit. Sa voix trembla légèrement sur la dernière syllabe. Elle se tourna vers Audrey. « Donnez-moi 1 seconde. » Audrey hocha la tête. Mallory quitta la pièce. Du couloir vint le bourdonnement calme et quotidien d'une conversation. « Maman, papa vient aujourd'hui ?» Puis Chloé se vantant d'un dessin. Mallory revint et s'assit à nouveau. Ses yeux étaient rouges mais secs. « Puis-je en faire des copies ?» demanda Audrey en indiquant le dossier. « Prenez tout. » répondit Mallory. « Je n'en ai plus besoin. » Audrey se leva, prit le dossier et se figea près de la table, ne sachant pas quoi dire. Chaque mot semblait soit trop grand soit trop petit pour ce qui planait entre elles. Mallory, dit-elle enfin. Je ne savais rien de vous. De Chloé. Ni de cet appartement. Rien. Je sais. Répondit Mallory. Maintenant je sais que vous ne saviez pas. Audrey sortit de l'immeuble et le soleil d'automne lui frappa les yeux. Elle plissa les yeux, debout sur les marches en béton. Dans la cour, les enfants donnaient toujours des coups de pied dans le ballon. Une femme sur un banc cassait des graines de tournesol. Un chat tigré traversa le trottoir en courant et se glissa dans les buissons. Le monde était exactement le même, calme, ordinaire. Complètement indifférent à ce qui venait de s'effondrer dans un petit appartement au 3e étage. Audrey pressa le dossier contre sa poitrine et marcha jusqu'à la rue pour héler un covoiturage. Dans la poche de sa veste se trouvait la clé à tête bleue. Elle n'en avait plus besoin, mais elle ne la jeta pas. Pas encore. La voiture la déposa devant son immeuble. Audrey monta les escaliers avec le dossier sous le bras comme si elle portait des documents de travail parfaitement ordinaire ou un sac de course. Sa voisine du 2e étage, Madame Higgins, tripotait sa serrure. En voyant Audrey, elle hocha la tête. Bon après-midi, Audrey. Vous avez l'air un peu pâle aujourd'hui. Vous n'avez pas bien dormi? Audrey répondit et sourit. Le sourire était sincère. Ce qui semblait étrange. À l'intérieur, elle enleva sa veste, la suspendit au crochet. Alla dans la cuisine et mit la bouilloire. Pendant que l'eau chauffait, elle sortit un bloc-notes ordinaire d'un tiroir. Celui qu'elle utilisait habituellement pour les listes de courses, et s'assit à la table.
Elle ouvrit une page blanche, écrivit « Affaire » en haut et le souligna. La bouilloire siffla. Elle fit du thé, en prit une gorgée, se brûla la langue et posa la tasse. Elle sortit les relevés bancaires du dossier et les étala devant elle. Puis elle prit son téléphone. D'abord, la banque. Elle appela le service clientèle. Passa la vérification de sécurité et demanda à être transférée au service de gestion des comptes. Sa voix était calme, professionnelle. Elle expliqua qu'elle avait besoin de transférer tous les fonds de leur compte joint vers son épargne personnelle. Le représentant confirma le solde. Audrey autorisa le transfert jusqu'au dernier centime. L'opération prit 3 minutes. Ensuite, la carte de débit de Mitchell attachée au compte joint. Audrey demanda à l'annuler. Le représentant demanda la raison. Accès non autorisé suspecté. Elle dit que ce n'était même pas un mensonge. La carte fut gelée. Puis elle changea le mot de passe de son application bancaire, écrivit le nouveau mot de passe dans le bloc-notes, arracha la page et la mit dans son portefeuille. Cocha la case à côté du premier point. Ensuite, un avocat. Le numéro lui avait été donné par Lorraine, la même amie qui avait demandé si tout allait bien. Lorraine avait divorcé il y a 2 ans et avait traversé tout le processus, division des biens, cris, nerfs à vif. Elle gardait le contact d'un avocat qui, selon ses mots, ne pleure pas avec vous, mais fait simplement le travail. Audrey composa le numéro. Il répondit à la 3e sonnerie. Monsieur Harrison, bon après-midi. Je m'appelle Audrey. Brièvement, sans mots superflus, elle exposa la situation. Son mari menait une double vie, une seconde famille, un enfant. Elle avait des preuves documentaires, des transferts du compte joint. Des emails avec un intermédiaire sur la vente de sa voiture. Des notes suivant son héritage personnel. Elle avait besoin de protéger ses biens et de demander le divorce. Monsieur Harrison écouta sans l'interrompre. Puis il parla. D'abord, nous déposons une demande de gel de tous les biens matrimoniaux afin qu'ils ne puissent rien liquider. Sans votre consentement. La voiture, si elle est à votre nom, est à vous, mais nous la gèlerons juste au cas où. Deuxièmement, documentez chaque transfert sortant de ce compte joint. Obtenez les relevés des 2 dernières années. Mieux encore. 3. Troisièmement, l'appartement. Si vous l'avez acheté avant le mariage avec vos propres fonds. Il n'est pas sujet à division, mais j'ai besoin de tous les papiers, l'acte, les documents de clôture, tout ce que vous avez. Quatrièmement, ne le laissez pas savoir que vous savez. Tant qu'il pense que vous êtes dans l'ignorance. Vous avez l'avantage. Utilisez-le. Audrey nota tout dans son bloc-notes de son écriture soignée. Point par point. Quand pouvez-vous venir, demanda Monsieur Harrison. Demain matin à 9 h. J'y serai. Il raccrocha. Deuxième coche. Le lendemain matin, Audrey se rendit au tribunal et à la banque. Les files étaient courtes. C'était un mardi matin. Les salles d'attente étaient surtout remplies de retraités tenant des dossiers et d'un jeune couple. Avec une poussette. Audrey prit un ticket, attendit son tour et, suivant les instructions de l'avocat, déposa les papiers nécessaires. La greffière, une jeune femme avec de longs ongles acryliques qui gênaient sa frappe, vérifia les formulaires. Cela place un gel sur tous les comptes financiers joints et interdit le transfert de propriété du véhicule. Elle confirma. Oui, dit Audrey. Cela prit moins d'1 heure. Audrey prit ses copies certifiées et les plaça dans le dossier bleu qu'elle avait obtenu de Mallery. C'était son dossier maintenant. Ensuite, les documents de la voiture. Ils étaient dans le tiroir du bas de la commode de la chambre sous une pile de couettes d'hiver. Mitchell ne les touchait jamais. Il considérait la gestion des papiers comme sa responsabilité. Supposant qu'Audrey ne les vérifiait jamais non plus. L'immatriculation, le titre, la facture de vente, la police d'assurance.
Audrey examina chaque document, les glissa dans une pochette plastique et les mit dans le dossier. Puis elle s'arrêta, les ressortit et les passa dans l'imprimante domestique. Celle que Mitchell avait achetée il y a 2 ans pour le travail? Mais qu'elle seule utilisait jamais. Vers le soir, tout était prêt. Audrey s'assit à la table de la cuisine. Devant elle se trouvait un dossier épetrié en sections. Le bloc-notes avec les coches, une tasse de thé froid. Dehors, il faisait nuit. Une lumière s'alluma dans l'appartement de l'autre côté de la rue. Et Audrey vit la silhouette d'une femme mettant la table, arrangeant les assiettes. Apportant une casserole du poêle. Une soirée normale pour quelqu'un d'autre. Elle prit son téléphone et composa le numéro de sa sœur. Olivia avait 4 ans de plus. Elle vivait dans une banlieue de Chicago, Nipville. Et travaillait comme coordinatrice de programme dans un collège. Elle était mariée à Spencer. Un type calme et fiable qui réparait tout ce qui cassait et ne haussait jamais la voix. Ils avaient 2 garçons, un golden retriever et un grand jardin où Olivia passait ses étés. Elle se parlait au téléphone une fois par semaine, habituellement le dimanche. Les conversations étaient toujours standards. Comment ça va? Ta santé? Quoi de neuf avec maman? Olivia, peux-tu venir? Demanda Audrey. Une pause s'installa à l'autre bout de la ligne. Olivia n'avait jamais entendu sa sœur cadette parler sur ce ton. Pas effrayée, pas en pleurs, mais vibrant comme une corde de guitare tendue à son maximum. J'arrive, dit Olivia sans poser de questions. Elle arriva 1 heure plus tard. Spencer la conduisit et resta dans la voiture pour attendre. Il ne monta pas. Il comprit sans mots que ce n'était pas le moment pour la compagnie. Olivia entra dans l'appartement, enleva son manteau et regarda sa sœur. Audrey se tenait dans le couloir. Son visage était calme, ses bras reposant librement le long de son corps. Sur la table de la cuisine, clairement visible depuis le hall, se trouvait le dossier. Le bloc-notes et la boîte en métal. Tu as déjà tout compris? Demanda Olivia. Oui, dit Audrey. Je voulais juste que tu saches. Elle allèrent dans la cuisine. Audrey étala tout devant sa sœur, des photographies au relevé bancaire. Elle expliqua brièvement, en sautant les détails inutiles. La boîte, Mallory, Chloé, les transferts d'argent, la tentative de vendre sa voiture. L'argent de la cabane de grand-mère Béatrice. Olivia écouta en silence. Seuls ses doigts la trahissaient. Agrippant le bord de la table si fort que ses articulations blanchirent. 6 ans. Dit finalement Olivia. 6 ans de ça? Oui. As-tu déjà déposé les papiers? Pas encore. Les biens d'abord. Puis le divorce. L'avocat a dit qu'il n'y avait pas urgence à lui signifier les papiers jusqu'à ce que tout soit complètement verrouillé. Olivia hocha la tête, regardant sa sœur longtemps. Comme quelqu'un qu'elle pensait connaître mais rencontrait pour la première fois. Audrey. Dit-elle doucement. Si tu as besoin de pleurer. Pleure. C'est normal. Plus tard, répondit Audrey. Pour l'instant, j'ai besoin d'avoir les idées claires. Quand tout sera fini, je pleurerai. Olivia resta jusqu'à 10 heures. Elles burent du thé et parlèrent de choses pratiques. Où cacher les documents, comment agir quand Mitchell rentrerait. Olivia proposa qu'Audrey vienne chez elle. Audrey refusa. Non, elle resterait ici. C'était son appartement, et elle ne le quitterait pas. Quand Olivia partit, Audrey traversa les pièces, s'arrêtant dans la chambre. Regardant le grand lit avec 2 oreillers et la housse de couette. Elle avait passé tant de temps à la choisir dans un catalogue il y a 3 ans. Elle voulait qu'elle ait l'air belle, comme dans un magazine. Elle s'arrêta dans le salon où leurs photos de mariage étaient posées sur l'étagère. Elle et Mitchell en costume, tous 2 souriants. Elle ne la décrocha pas. Pas encore.
Elle jeta un coup d'œil dans le placard de rangement et alluma l'ampoule clignotante. La boîte en métal était de retour à sa place. Cachée derrière les bocaux de cornichons comme si rien ne s'était passé. Audrey éteignit la lumière et ferma la porte. Puis elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit une page blanche dans le bloc-notes et écrivit. Vendredi, il rentre. Sois prête. Le jeudi, elle alla au travail comme d'habitude. Une journée normale à la clinique. Tableau, saisie de données, appel téléphonique. Ses collègues ne remarquèrent rien. Audrey but du café dans la salle de pause. Rit à une blague de Nicole à l'accueil et signa une facture pour des fournitures de bureau. Tout était exactement pareil, sauf qu'au fond de son sac, dans une poche à fermeture éclair, se trouvait une clé USB avec les scans de chaque document fait la veille au cas où. Le vendredi matin, Audrey sortit la boîte en métal du placard. Elle l'essuya mécaniquement de la poussière avec un chiffon microfibre. Puis la plaça au centre exact de la table de la cuisine. Juste entre le saleron et le porte-serviette. À côté, le dossier bleu. Puis elle rangea la cuisine, lava la vaisselle, essuya la cuisinière, accrocha une serviette propre. Se versa une tasse de thé et attendit. Mitchell arriva tard dans la soirée. Elle entendit la lourde porte d'entrée claquer, puis les pas lourds. Lent et fatigué dans l'escalier. La clé tourna dans la serrure. Il entra exactement comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Valise lâchée dans le coin, veste au crochet, chaussures enlevées sans défaire les lacets. Audrey. Je suis rentré. Cria-t-il depuis le couloir. Quelque chose à manger? Il entra dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, saisit le pichet d'eau, se versa un verre. En prit une gorgée, se tourna vers la table et se figea. Le verre s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La boîte en métal était devant lui, ouverte. Les photographies étaient étalées comme un jeu de cartes. À côté, le dossier bleu, épais de pages imprimées, et Audrey assise de l'autre côté. Les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Pendant quelques secondes, il fixa simplement. Puis très lentement baissa le verre sur le bord de la table. De l'eau éclaboussa par-dessus le bord et coula sur le bois. Il ne le remarqua pas. Audrey parla en premier. Assieds-toi. Il s'assit, pas sur sa chaise habituelle contre le mur, mais sur le tabouret le plus proche. Celui qui vacillait légèrement sur le sol inégal. Il s'assit et fixa la boîte avec le regard d'un homme voyant un objet qui défie les lois de la physique. Comme si la réalité s'était fissurée et que ce qui était censé rester enterré avait rampé dehors. Audrey prit son temps. Elle prit la première photographie, celle de Noël où il souriait à côté de Mallory en tenant Chloé. Et la fit glisser sur la table. Il y jeta un coup d'œil, puis détourna rapidement le regard. La deuxième photographie. L'été au parc. Chloé et les sandales. Elle la plaça à côté de la première. Le dessin de l'enfant. Papa Mitch, je t'aime. Elle le posa. Le bail. Elle le posa. Les reçus pour les bottes d'enfant et les peintures. Elle les posa. La carte de vœux. Nous t'attendons à la maison. Tu nous manques. Tes filles. Elle la posa. Les relevés bancaires. 1 an et demi de transfert 2 ou 3 fois par mois directement de leur compte joint. Elle les posa. Les emails avec Ryan sur comment contrefaire sa signature pour vendre sa voiture. Elle les posa. Et enfin. La note avec la somme exacte de la vente de la cabane de grand-mère Béatrice et les points d'interrogation en gras. Elle la posa. La table entre eux était couverte de papier, toutes les cartes face visibles. Audrey resta parfaitement immobile et attendit. Mitchell resta silencieux longtemps, peut-être 1 minute. Mais cette minute s'étira comme du caoutchouc. Dans le silence, on entendait le tic-tac de l'horloge à penduler, à travers le mur. La voix faible d'un présentateur de journal télévisé local. Puis il parla. Sa voix était rauque, comme si quelque chose était coincé dans sa gorge.
Audrey, tu as mal compris. C'est une situation compliquée. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle ne l'interrompit pas. Elle tendit simplement la main vers le dossier. En sortit le relevé bancaire du mois précédent avec 3 transferts surlignés au marqueur jaune. Fluo et le fit glisser vers lui. Écoute. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que ça semble être. C'est une histoire complètement différente. Audrey ne dit rien. Elle prit les emails imprimés sur la vente de sa voiture et tapa dessus avec son index. Et puis il bascula. Une seconde plus tôt, il suppliait. Et la suivante. Ses yeux devinrent durs. Sa mâchoire se serra. Tu as fouillé dans mes affaires. Je t'ai dit de ne pas entrer dans ce placard. Ce sont mes affaires, mon espace. Tu n'avais pas le droit. Audrey attendit qu'il finisse. Il perdit rapidement son élan. La colère était creuse parce que les preuves étaient juste devant lui. Et ils savaient tous deux que son indignation était absurde. C'était comme un homme criant, ce n'était pas moi. Pendant qu'il se tenait au-dessus d'un vase brisé avec un marteau à la main. Ses épaules s'affaissèrent. Il baissa la tête, couvrit son visage de ses mains et parla d'une voix terne et étouffée. Je me suis embrouillé. Audrey. Je ne voulais pas que ça tourne comme ça. Je vous aime toutes les deux. Ça s'est juste passé comme ça. Je ne l'ai pas planifié. Chloé. C'est juste une petite fille. Je ne pouvais pas abandonner une petite fille. Tu comprends? Chaque jour je pensais à comment arranger ça. Chaque jour je le repoussais parce que je ne savais pas comment. Donne-moi juste du temps. Je vais tout expliquer. Asseyons-nous et parlons. Audrey écouta. Elle attendit de ressentir quelque chose. De la pitié peut-être, ou au moins cette douceur familière. Cette concession interne qui l'avait fait céder pendant 9 ans. L'envie de dire, d'accord, peut-être qu'on peut arranger ça. Mais en elle, il y avait un silence absolu, comme une pièce où tous les meubles avaient été enlevés. Vide, résonnant. Chaque son rebondissait proprement sur les murs. Tu ne construisais pas un mariage, dit Audrey. C'était la première fois de la soirée qu'elle parlait d'elle-même. Sa voix était stable sans tremblement ni cri. Tu construisais une issue de secours. Tu pompais de l'argent. Tu as essayé de vendre ma voiture. Tu suivais mon héritage. Ce n'est pas s'embrouiller. C'est une stratégie de sortie. Mitchell baissa les mains et la regarda. Et elle vit que pour la première fois de la soirée, il la voyait vraiment. Pas comme une épouse, pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être géré ou apaisé. Mais comme une personne qui savait exactement qui il était et qui ne se laisserait plus jamais avoir. Il n'avait pas de réponse. Audrey se leva. Elle rassembla soigneusement les documents de la table. En les empilant dans l'ordre exact où elle les avait posés, et les remit dans le dossier bleu. Les photos retournèrent dans la boîte en métal. Elle claqua le couvercle. Je vais demander le divorce la semaine prochaine, dit-elle. L'appartement est à moi. Je l'ai acheté avant notre mariage. La voiture est à moi. Le titre est à mon nom. Le compte joint est actuellement vide. Si tu veux discuter des détails, tu peux appeler Monsieur Harrison. Voici son numéro. Elle posa la carte de visite de l'avocat sur la table et sortit de la cuisine. Mitchell resta assis seul à la table, fixant l'espace vide où sa double vie soigneusement construite venait d'être démantelée. Le verre d'eau était toujours sur le bord de la table. La flaque en dessous avait grandi et coulait lentement sur le sol. Légalement, tout prit 4 mois. Au début, Mitchell était certain qu'il pourrait traîner le processus. Le retardement était sa superpuissance. Affiné pendant 6 ans de double vie. Il engagea un avocat principal recommandé par un copain qui commença immédiatement à déposer des motions pour reporter les audiences, demander des prolongations,
exiger des évaluations d'actifs. Tactique standard. User l'autre partie, drainer son énergie, attendre qu'elle abandonne et accepte un arrangement. Mais Audrey n'abandonna pas et n'accepta pas d'arrangement. Lors de la toute première réunion de médiation, une réalité à laquelle Mitchell ne s'était pas attendu apparut. Ce compte joint sur lequel il comptait était vide. Les fonds avaient été légalement transférés par un copropriétaire du compte. Sa carte de débit était gelée. Un gel temporaire avait été placé sur la voiture. L'appartement et tout bien pouvant être considéré comme matrimonial. Et le camp d'Audrey apporta une montagne de papiers, des relevés montrant des transferts à Mallory. Les emails avec Ryan, le concessionnaire automobile, des notes suivant son héritage. Monsieur Harrison opéra avec la précision froide d'un chirurgien. À la deuxième audience, il remit au juge des relevés couvrant 18 mois. Prouvant que Mitchell avait systématiquement pompé des fonds matrimoniaux dans le dos de sa femme. L'avocat de Mitchell essaya d'arguer que c'était des dépenses ménagères standards. Mais les montants, la fréquence et le nom sur le compte destinataire parlaient d'eux-mêmes. La juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués et aux lunettes de lecture perchées sur le bout du nez, regarda Mitchell par-dessus ses montures et ne dit rien. Mais la façon dont elle redressa décidément la pile de papier sur son bureau rendait clair qu'elle comprenait exactement quel genre d'homme était assis dans son tribunal. La voiture. Mitchell ne l'obtint pas. La facture de vente était au nom d'Audrey. Datée d'avant le mariage. L'assurance était payée exclusivement de son compte personnel. Monsieur Harrison apporta tout. Mitchell essaya de revendiquer qu'il avait investi une sueur équivalente significative dans l'entretien du véhicule. Mais ne put produire un seul reçu pour une vidange ou de nouveaux pneus parce qu'il n'en avait jamais acheté. Audrey payait l'entretien. Mitchell conduisait simplement. L'appartement. Celui où ils avaient vécu pendant 9 ans avec l'ampoule clignotante dans le placard et l'horloge à pendule qui tic-tac. Audrey le garda. Acheté 2 ans avant le mariage entièrement avec son argent. L'acte était inattaquable. Mitchell essaya d'arguer qu'il avait fait des rénovations substantielles qui avaient augmenté sa valeur. Monsieur Harrison demanda des factures d'entrepreneurs. Des reçus pour des matériaux de construction ou au moins des photos avant-après. Mitchell n'avait rien. Audrey avait géré toutes les améliorations. Elle avait choisi le carrelage de la crédence. Elle avait engagé les peintres. Elle avait écrit les chèques. Mitchell avait une fois vissé une tringle à rideau dans le plâtre. Et c'était l'étendue absolue de sa contribution. Au 3e mois, Mitchell changea de tactique. Il arrêta d'appeler Monsieur Harrison et commença à appeler Audrey directement, d'abord la nuit. Puis pendant la journée quand elle était à la clinique, et il variait constamment, suppliant. Irritable, doux, nostalgique. Il essayait différentes voix comme un cambrioleur essayant différentes clés sur une serrure qui avait déjà été changée. Audrey. Rencontrons-nous juste et parlons sans les avocats. Nous sommes des adultes. Nous pouvons régler ça. Entre nous. Elle répondit exactement une fois. Tout ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit. Après ça, elle arrêta de décrocher. Elle ne bloqua pas son numéro. Elle le laissa simplement sonner. Son téléphone vibrait sur le bureau, l'écran affichant Mitchell. Et Audrey regardait les lettres briller jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Elle était étonnée de combien ce nom signifiait peu pour elle maintenant. Il y a 9 ans, il signifiait tout. Il y a 4 mois, il signifiait encore quelque chose. Maintenant, c'était juste des pixels sur un écran qui serait bientôt supprimé. Au début du 4e mois, Mitchell arrêta d'appeler. Une semaine plus tard, il signa l'accord de règlement. Le divorce fut finalisé au milieu de l'hiver, un jeudi. Dans un couloir de tribunal sentant la cire à parquet et le café bon marché. Audrey signa le décret, prit sa copie et sortit par les doubles portes. Une pluie verglaçante tombait, rendant le trottoir glissant. Elle s'arrêta sur la marche du haut, pencha la tête en arrière et resta comme ça pendant 10. Peut-être 15 secondes.
Les gouttes glacées frappaient ses joues et coulaient dans son cou. Puis elle glissa l'enveloppe dans son sac et marcha vers la gare. Elle apprit ce qui était arrivé à Mallory lentement, par morceaux. Sans chercher activement des informations. C'est un petit monde. Après cette confrontation dans la cuisine, Mitchell était allé directement chez Mallory. Il n'avait pas appelé avant. Il s'était juste présenté avec sa valise ce soir-là exactement comme il s'était présenté des centaines de fois auparavant et avait sonné. Mallory ouvrit la porte, regarda la valise, puis son visage pâle et paniqué. Et comprit instantanément tout. « Elle t'a mis dehors. » dit Mallory. « Nous divorçons, » répondit-il rapidement. Comme s'il avait peur qu'elle ferme la porte avant qu'il finisse son discours. « Tout va être différent maintenant. Je m'installe ici pour de bon, comme tu le voulais. » Mallory resta dans l'encadrement de la porte et le regarda. Pendant 6 ans, elle avait attendu ces mots. Pendant 6 ans, elle avait fantasmé sur le jour où il viendrait et dirait « Je te choisis ». Et voilà qu'il était avec ses bagages, avec ses promesses, prêt à s'engager. Seulement ça semblait complètement différent maintenant. Ça ne semblait pas un choix. Ça semblait un homme courant hors d'un bâtiment en feu et sautant dans la fenêtre la plus proche. Ouverte. « Tu n'es pas venu à moi parce que tu veux être ici, » dit doucement Mallory. « Tu es venu ici parce que tu n'as nulle part où aller. » Il commença à supplier. Jura que ce n'était pas vrai, qu'il avait voulu ça depuis longtemps. Il n'avait simplement pas pu s'y résoudre. Mais maintenant il pouvait enfin être une vraie famille. Mallory écouta. Elle pensa à comment, juste 3 semaines plus tôt, elle était assise dans sa cuisine avec Audrey. Une étrangère, la femme de son homme. Et comment elles avaient toutes deux exactement le même regard dans les yeux. L'épuisement. Pas de colère, pas de jalousie. Juste un épuisement profond des os de vivre un mensonge qui avait duré si longtemps qu'il s'était déguisé en vie normale. Non, dit Mallory. Je ne pense pas. Le lendemain, elle emballa le reste de ses affaires, 2 sacs de sport, son lourd manteau d'hiver. Ses bottes d'hiver, son rasoir électrique. Un chargeur de téléphone et une pile de chemises habillées qu'il gardait dans son placard. Elle emballa tout soigneusement, ferma les fermetures et porta tout en bas dans le hall. Le portier. Un homme âgé qui connaissait bien Mitchell pour l'avoir vu passer son bureau pendant 5 ans. Était de service. Ce sont les affaires de Mitchell ? Lui dit Mallory. Il viendra les chercher. Le portier regarda les sacs, puis elle, et ne posa pas une seule question. Il les traîna simplement contre le mur près des boîtes aux lettres. Mitchell vint les chercher le même jour et essaya de sonner à l'appartement. Mallory ne répondit pas. Il resta dans le hall, appuyant sur le bouton encore et encore. Silence à l'autre bout, puis le crépitement du haut-parleur et la voix de la petite Chloé, « Maman. »« Qui est-ce ?»« Personne, ma chérie. » Mauvais appartement. Il partit. Il s'installa dans une chambre d'amis chez son copain Julian. Julian était lui-même divorcé et vivait dans un appartement de 2 chambres dans une banlieue lointaine. La chambre était vide, juste un futon affaissé et un placard sans porte. Tout l'appartement sentait la fumée de cigarettes éventées et la nourriture pour chat. Le chat tigré de Julian rôdait dans l'endroit comme s'il en était propriétaire et dormait où il voulait. Julian était simplement content d'avoir de la compagnie et quelqu'un pour partager le loyer. Il ne posa pas trop de questions, ayant lui-même traversé le processus. Mitchell vivait avec 2 sacs de sport dans cette chambre. Passant ses nuits à faire défiler son téléphone. Fixant de vieilles photos de Chloé que Mallory lui avait envoyées quand les choses allaient bien. Elle n'avait pas bloqué son numéro. Il relisait de vieux textos et seulement dans ces moments un signe de vie apparaissait dans ses yeux. Environ 6 mois après le divorce, Audrey entendit le reste de l'histoire de Julian lui-même. Qu'elle croisa au supermarché. Mitchell essayait désespérément de se remettre avec Mallory. Il achetait des jouets pour Chloé et les laissait au portier dans le hall.
Il écrivait à Mallory de longs emails suppliants. Il se présentait et s'asseyait sur un banc dans la cour en attendant qu'elle sorte. Elle ne le laisse pas entrer, dit Julian. Debout dans la file de caisse avec une boîte de pâtes et un pot de café instantané. Hier? Il est resté assis sur ce banc pendant 2 heures. Chloé l'a vu de la fenêtre et a fait signe. Il a fait signe en retour, et puis Mallory a simplement tiré les rideaux. Audrey écouta, hocha poliment la tête, paya son pain, son lait et ses oranges, et sortit. La rue était balayée par une brise chaude de fin de printemps. Elle pensa à Chloé faisant signe à son père depuis la fenêtre et aux rideaux tirés et réalisa que cette histoire n'avait pas de fin heureuse. Il n'y avait que des degrés variés de fin triste. Et puis elle réalisa autre chose. Ce n'était plus son histoire. Elle en était complètement libérée. Cet automne-là, Audrey s'attaqua enfin au projet qu'elle avait repoussé toute l'année. Un samedi matin, elle enfila un vieux jean et un t-shirt délavé. Attacha un bandana dans ses cheveux et ouvrit la porte du placard de rangement. L'ampoule clignotante l'accueillit avec son bégaiement familier. Une demi-seconde de lumière, une demi-seconde d'obscurité. Audrey tendit la main et la dévissa. Elle descendit le couloir jusqu'à l'armoire de la salle de bain. Prit une nouvelle ampoule LED de 60 watts d'un paquet de rechange, revint et la vissa. Le placard fut inondé d'une lumière vive, stable, silencieuse. Pour la première fois, elle vit tout l'espace clairement sans ombre. 1,50 m sur 1 mètre, le linoléum s'écaillant légèrement au coin. 4 étagères en bois vissées de manière inégale au mur. Sur l'étagère du bas, des outils que personne n'utiliserait jamais. La perceuse avec laquelle Mitchell avait accroché une tringle à rideau en avant. Une boîte de vis dépareillée. Une clé à molette réglable. Sur l'étagère du milieu, les conserves de sa mère, saumure trouble, couvercle rouillé. Audrey prit un bocal et vérifia la date écrite au marqueur sur le couvercle. 3 ans. Personne ne les avait ouverts, et personne ne le ferait jamais. Elle commença par le haut, tirant les cartons vides. L'un contenait un abat-jour fissuré, un autre un enchevêtrement de vieux cordons d'extension. Le troisième était vide. Elle les jeta tous dans un grand sac poubelle près de la porte d'entrée. Ensuite les bocaux, un après l'autre, lourds et troubles. Elle les porta à la cuisine, fit sauter les couvercles et vida le contenu dans le broyeur. Concombres, poivrons, une reliche non identifiée. Tout partit dans l'évier. Elle lava les bocaux en verre à l'eau chaude savonneuse et les laissa à l'envers sur un torchon pour sécher. Elle emballa les outils dans une boîte en plastique. Ils pourraient servir. Elle garda la perceuse et les vis. La clé à molette était utile. Olivia avait mentionné une fois que Spencer avait perdu la sienne, elle la lui donnerait. À midi, les étagères étaient complètement vides. Audrey les essuya avec un chiffon humide. Le chiffon devint gris foncé après un passage. Elle le rinça et les essuya encore et encore. Puis frotta les murs aussi auxquels pouvait atteindre, et enfin le sol. Sous la couche de saleté, le linoléum s'avéra être un beige clair et joyeux. Elle avait oublié sa couleur d'origine. Sur les étagères propres, elle commença à placer ses propres affaires. La boîte avec des photographies, pas les albums de mariage, pas des photos de Mitchell. Mais sa propre histoire. De vieilles polaroids de son enfance. Des photos d'elle cueillant des pommes à la cabane de grand-mère Béatrice, sa mère dans sa jeunesse. Grand-mère sous les pommiers, des annuaires scolaires. À côté des photos, une pile de livres reliés qui ne rentraient pas sur l'étagère de la chambre. Audrey aimait relire ses favoris. Et certains étaient si usés que les pages étaient devenues douces et ondulées. À côté des livres. Une petite boîte en velours contenant les boucles d'oreilles en argent et turquoise de grand-mère. Béatrice, qu'Audrey portait rarement, mais gardait comme la prunelle de ses yeux. Sur l'étagère du bas, elle plaça ses propres bocaux, des conserves de pêche. Elle les avait faites elle-même l'été dernier pour la première fois de sa vie. Suivant une recette d'internet. Ça avait tourné un peu trop sucré, mais Olivia jurait que c'était parfait avec du thé chaud. Ça irait. 3 bocaux d'1 litre avec de jolies étiquettes qu'elle avait découpées dans du carton et écrites.
Au marqueur. Été de pêche. Elle recula dans le couloir et regarda. Le placard était petit, lumineux et impeccablement propre. Il sentait le nettoyant à pain frais et légèrement les pêches sucrées. Même si les bocaux étaient bien fermés. Les étagères étaient pleines, et chaque objet sur elle lui appartenait. Des albums photos à la dernière vis dans la boîte à outils, pas une seule trace de quelqu'un d'autre. Pas un seul objet étranger. Audrey s'appuya contre le cadre de la porte et pensa à comment, juste 6 mois plus tôt. Elle s'était tenue sur l'escabeau exactement à cet endroit. Tendant la main au-dessus de ses bocaux troubles. Et comment la boîte en métal s'était écrasée sur le sol. Faisant sauter son couvercle et fendant son monde en deux. Ça n'était pas arrivé à cause d'une dispute dramatique ou d'une confession cruelle et calculée. Ça était arrivé à cause d'une boîte en métal bon marché cachée derrière des concombres marinés. Ce jour-là, elle aurait pu choisir de ne pas monter sur l'escabeau. Elle aurait pu écouter Mitchell et respecter son territoire. Elle aurait pu vivre une autre année, 2, 5 ans dans cette demi-lumière faible et clignotante. La prenant pour un mariage. Mais elle monta sur l'escabeau et la boîte tomba au pire moment possible, ou au plus parfait. Elle n'était toujours pas sur lequel. Peut-être les deux à la fois. Elle actionna l'interrupteur, éteignant la lumière vive et stable de la nouvelle ampoule. Et ferma la porte. Le loquet cliqua. La cuisine était baignée par la lumière de fin d'après-midi. La fenêtre donnait à l'ouest, et la lumière automnale se déversait sur la table et le sol. Attrapant les géraniums rouges qu'Audrey avait achetés pendant l'été simplement parce qu'elle les avait vus à la pépinière et avait pensé, ceux-là sont beaux. Je vais les prendre. Avant, elle aurait texté à Mitchell, ça te dérange si je prends des plantes pour la fenêtre. Maintenant, il n'y avait personne à qui demander, et ça faisait incroyablement du bien. Elle se versa une tasse de thé. S'assit à la table et enveloppa les deux mains autour de la céramique chaude. Dehors, c'était une journée d'automne fraîche et sèche. Les arbres dans la cour tournaient au doré et une faible odeur de fumée de bois venait des banlieues, se mélangeant à l'odeur de poulet frit des voisins du dessous. Elle avait beaucoup à faire. Audrey le savait, pas de manière vague et accablante, mais de manière très concrète et gérable. Comme une liste de tâches quotidiennes. Elle devait appeler un plombier pour réparer le robinet de la salle de bain qui goûtait depuis une semaine. Elle devait échanger ses vêtements d'été contre ses pulls d'hiver. Elle devait appeler sa mère et enfin lui raconter toute l'histoire. Elle l'avait repoussé pour épargner le stress à la femme âgée, mais le moment était venu. Elle devait programmer un nettoyage dentaire. Elle avait 6 mois de retard. Elle devait choisir un nouveau papier peint pour la chambre. Elle en avait assez de l'ancien motif. Et Olivia avait proposé de venir le week-end pour l'aider à enlever l'ancien papier et accrocher le nouveau. De petites tâches ordinaires de la vie. Les choses dont la vraie vie est faite. Audrey finit son thé, lava la tasse et la posa sur l'égouttoir. Puis elle prit son téléphone et tapa un texto, Olivia. Viens samedi. Choisissons ce papier peint. Je te renverrai chez toi avec un bocal de conserve de pêche. Je sais que tu en es à court. Olivia répondit en moins d'1 minute. J'y serai. Et je traîne Spencer avec moi pour qu'il répare cette tringle à rideau de travers dans ta chambre. Ça me rend folle depuis 3 ans. Audrey sourit. Pas ce demi-sourire poli et serré qu'elle avait appris à utiliser ces dernières années. Mais un vrai sourire, celui où les coins de la bouche se soulèvent tout seuls. Complètement sans effort. Dehors la fenêtre. Le soleil se couchait derrière les toits en briques et les ombres dans la cour s'étiraient. En bas, un enfant laissa échapper un rire sonore et clair. Sur le banc près des portes d'entrée, Madame Higgins bavardait avec une autre voisine. Des bribes de leur conversation montaient jusqu'à la fenêtre du 3e étage. Alors je lui ai dit, tu dois arroser les racines. Pas te plaindre des feuilles. Une soirée d'automne ordinaire, un immeuble d'appartement ordinaire, une vie ordinaire. Seulement maintenant, c'était la sienne. Vraiment, complètement, entièrement la sienne.